il est décisif ou il est important qu'il y ait ce lien et qu'il y ait ce soutien de tout l'ensemble des réseaux d'entreprises que vous avez là nommés, hein, et avec la volonté que dans cette sorte de labo qui réunit les chercheurs, les universitaires avec les acteurs des entreprises, on ait de plus en plus de gens qui mettent au cœur de leur stratégie économique la responsabilité sociale de l'entreprise, ou encore, pour dire les choses autrement, des pratiques concrètes d'humanisme dans ces entreprises. Moi, je vous ai connu secrétaire général de la CFDT avec ce que j'appelle votre pugnacité, votre manière d'agir. Lorsque vous avez quitté ces fonctions, je ne m'attendais pas à vous retrouver dans le monde de l'entreprise. Donc, vous voyez, je quitte mes fonctions, c'est en 2002. En mai 2002, donc on est juste après les années 90 où on est dans une mondialisation qui est encore relativement triomphante. Les entreprises qui sont interpellées par Kofi Annan, qui est à l'époque à l'ONU, et qui dit ces grands changements, ces grands défis écologiques, déjà la question énergétique, les énergies fossiles en raréfaction, les questions du changement climatique, les inégalités de développement dans le monde, la corruption qui fait dévier les fruits de la croissance, tout ça est considéré par lui comme des enjeux fantastiques qui ne pourront pas être solutionnés uniquement par l'intervention de la puissance publique ou des puissances publiques à quelque niveau que ce soit. Et il fait un appel solennel aux entreprises pour leur dire « on a besoin de vous, vous êtes ceux qui créent de la richesse, vous êtes ceux qui allez aggraver les problèmes que je viens de nommer ou au contraire apporter votre contribution. Donc, on a besoin de vous. » Et c'est de cette date-là, 2002, donc vous voyez, ça correspond au moment où moi aussi je quitte la CFDT et les entreprises sont donc de plus en plus en situation d'apporter leur pierre à tout ça. On commence à se dire qu'il y a des choses à faire pour que l'entreprise, alors on a eu beaucoup de mots là-dessus, soit plus éthique, soit plus, on pourrait dire humaniste, soit plus contributive aux problèmes qui sont les problèmes des sociétés et du monde d'aujourd'hui. Je vois que là, il est question d'épargne solidaire, mais à l'époque, on a déjà créé l'épargne salariale en 2001, qui est un moyen pour les salariés dans les entreprises de constituer un étage supplémentaire pour leur retraite. Et à ce moment-là, on agit beaucoup à la CFDT pour que ce soit comme ça. On se dit, cette épargne, qui est l'épargne des salariés, nous voulons qu'elle soit investie en tenant compte, pas seulement du rendement de mon épargne, et tout le monde a envie que son épargne ait un certain rendement, bien sûr, mais en même temps dans des entreprises qui font la preuve de leur responsabilité sociale, sociétale et environnementale. C'est là que le concept apparaît en France. Et on nous confiera notre épargne de salariés qu'à des organismes qui vont faire la preuve de respecter ce mode de sélection des entreprises pour investir avec l'épargne salariale en question. Les entreprises vont devoir rendre des comptes, vont devoir s'exprimer, vont devoir communiquer. On ne va peut-être pas les croire comme ça tout de suite, surtout si c'est elles qui font leur propre promotion. Il va donc y avoir besoin d'un organisme externe, indépendant, qui vienne en quelque sorte authentifier que les actions que vous dites faire sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan des territoires, sur le plan de la relation à la société, sont effectivement ce que vous dites, et non seulement elles doivent être ce que vous dites, mais nous voulons mesurer le degré de déploiement, de déclinaison que vous allez faire sur toutes les entités d'une entreprise en question. Et là, je me dis, bon, il faut quelqu'un qui fasse ce travail-là, à la fois pour que les entreprises sachent où elles en sont, et que les investisseurs qui veulent investir en tenant compte de ces facteurs puissent le faire. Et c'est comme ça qu'est né Vigéo. Je suis allée au Canada, au Québec plus exactement. J'ai vu déjà là des choses qui allaient dans le même sens. Ça a fait tilt. Et la Vigéo est née. On est au cœur de l'entreprise dans son écosystème, c'est-à-dire dans les relations qu'elle entretient avec toutes les parties prenantes intéressées à ses décisions, à ses produits, à ses services. Et selon la nature des produits, selon la nature de ces relations-là, elle a des impacts plus ou moins positifs ou négatifs sur les parties prenantes en question. Équidistant, ça veut dire on est attentif aux informations que les deux ou les
plusieurs parties expriment, nous ne fondons notre opinion que sur l'étude vraie des faits, qu'ils viennent de l'entreprise ou qu'ils viennent également des parties prenantes. Et je crois que ça, c'était la condition de notre crédibilité. Donc, si vous voulez, une entreprise à part entière, une entreprise qui est au cœur de l'interface entre l'entreprise et l'ensemble de ses parties prenantes. Et ce faisant, je dois vous avouer qu'on avait l'idée qu'on allait continuer, moi je dis continuer parce que c'était l'idée que je me faisais de ce qu'on faisait à la CFDT aussi, et de ce qui se fait toujours d'ailleurs, un rôle un tout petit peu transformateur de l'entreprise et un peu du monde de la finance. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui font des rapports, qui sont des rapports structurés, qui mettent en évidence qu'elles ont effectivement des objectifs sur ces terrains de leur responsabilité sociale et environnementale, et des moyens qui sont alloués, des outils de mesure qui sont faits. Quel monde voulons-nous préparer pour demain ? Que ce soit sur le plan, bien sûr, de ce qui fait ces sujets très, très importants, hein, parce que derrière l'énergie, c'est se chauffer, c'est se déplacer, c'est etc., etc. C'est donc des enjeux tout à fait fondamentaux, mais c'est aussi les conditions de réduction des inégalités dans le monde. Il s'agit de construire ce monde de demain et d'identifier les leviers à partir desquels on va progressivement, parce qu'il s'agit d'une progression, on ne passe pas d'un modèle à l'autre comme ça par une révolution, surtout dans ces domaines-là, et donc de construire les leviers de transition, de transformation qui permettent de préparer ce monde sans lequel tout le monde ne pourra pas bien vivre dans l'avenir. Nous avions à faire ce choix d'un référentiel d'évaluation que je vous présenterai, mais qui devait, entre guillemets, être considéré comme non partial, non subjectif. Voilà. Donc, on s'est calé sur ce qui existait à l'époque comme étant déjà des principes, des recommandations, des normes internationales qui disaient aux entreprises, alors je parle des entreprises qui sont concernées là majoritairement cotées et des entreprises qui font du monde leur village. Donc il fallait que le référentiel qu'on avait soit valable en France, qu'il soit valable à Pékin, qu'il soit valable au Bangladesh. Ça vous dit quelque chose, le Bangladesh, le Rana Plaza. Donc ce référentiel, on l'a fait grâce à ce que l'Organisation internationale du travail publie comme convention, comme l'OCDE aussi qui produit des principes directeurs pour les multinationales, l'ONU, donc les institutions internationales, si vous voulez, ont été nos références pour qu'on s'adosse, qu'on adosse notre référentiel d'évaluation à ce qui était déjà recommandé par elle. Donc d'une certaine manière, c'était... Je dis souvent, ces normes-là, on a l'habitude, on n'y pense pas quand on est dans la vie des entreprises, parce qu'on est dans un pays où la législation, la réglementation est très importante, où le développement de la négociation collective a créé des conventions, a créé de la protection. Mais là où il n'existe rien, eh bien, ces normes internationales en question sont déjà vraiment, je dis, c'est le code du travail au niveau mondial. Faites ce qu'il faut pour qu'on ait un standard européen de la notation extra-financière qui soit de qualité, qui soit reconnu et qui, d'une certaine manière, soit indiscutable et permette aux entreprises de considérer que le travail n'est pas seulement fait pour ceux qui regardent l'entreprise, mais y compris pour elles-mêmes, dans une perspective de développement, dans une perspective d'amélioration continue. Alors, je prétends, ce n'est pas vous qui allez me démentir, que lorsque y a des salariés qui sont dans une situation de bien-être au travail, quand on est dans des situations de développement de leurs compétences, quand on est dans des conditions d'intéressement, ou par exemple au résultat de l'entreprise, plus personne aujourd'hui ne dit que cela ne concourt pas à la performance de l'entreprise. C'est même un élément clé. Il y en a qui parlent de capital humain, pour montrer que c'est décisif. Les valeurs, ça s'incarne. Sinon, c'est quelque chose d'éthéré, sympathique, mais qui n'assure pas, je dirais magiquement et automatiquement, des comportements en rapport
avec la valeur en question, et entre nous. Vous prenez un tas d'organisations, un tas de groupes qui se réclament d'une même valeur. Prenez la liberté. Est-ce que vous avez l'impression que dans le monde, alors que tout le monde, bien évidemment, se proclame pour la liberté, est-ce que vous avez l'impression que tout le monde est au clair avec ce concept de liberté? Ce qui veut dire, et il faut l'admettre ça, que derrière des valeurs, il y a des partis pris culturels, il y a des visions, il y a des, voilà, et que la valeur en soi, il faut, parce qu'il faut nommer, mais enfin vraiment ça suffit pas, quoi. J'ai 3 collèges d'actionnaires. Un premier collège qui est le collège majoritaire, qui sont des gestionnaires financiers, ceux qui achètent nos notations, parce que je vous ai parlé de notations, mais aujourd'hui, à la fin de décembre, on va noter 3000 émetteurs. L'agence financière, elle va donner une note qui va renseigner sur la capacité d'un émetteur, donc d'une entreprise, à rembourser sa dette. C'est une note qui dit quelque chose sur défaut ou pas défaut de remboursement de la dette. Nous, ce que l'on note, vous le verrez tout à l'heure, c'est bien sûr, voilà, sur le terrain de la promotion de l'égalité, vous avez telle note. Sur le terrain de la protection de l'environnement, vous avez telle note. Sur la prise en compte des intérêts de vos fournisseurs, vous avez telle note. Et donc tout ça rend compte évidemment de données différentes. In fine, je plaide toujours pour dire que les indicateurs que nous mettons en évidence sont des indicateurs de performance de l'entreprise et que même préparent le développement économique et les résultats financiers de demain. Les entreprises qui ont une bonne RSE, pour faire vite, traversent mieux la crise, rebondissent beaucoup plus vite quand il y a des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas atteintes du tout, hein. Mais il y a la dynamique qui est à l'œuvre et qui vient donc corroborer que derrière ces sujets, il y a évidemment de la performance, de la création de valeur future. Voilà. Moi, je plaide que les 2 logiques doivent continuer à se développer de manière autonome. Peut-être qu'un jour, des choses se connecteront. Mais en tout cas, on a nous aussi besoin de faire nos preuves en la matière. Nous notons les États. Nous notons 170 États dans le monde. Alors, pas avec le même indicateur et le même référentiel que les entreprises, mais en gros, un État qui, eux aussi, sont notés par les agences financières. Hein, on en a assez entendu parler. Nous les notons sur quoi? On va regarder si un État est en train de s'organiser, parce que je pense y compris à des États qui ne sont pas dans les pays dits développés. Est-ce qu'il est en train de s'organiser en état de droit? Est-ce qu'il y a de l'indépendance de la justice? Est-ce qu'il y a de la liberté de la presse? Est-ce que cet État investit dans l'école, dans la santé, dans l'environnement? Voilà. Et on a aujourd'hui pléthore d'indicateurs dans les institutions internationales qui nous permettent d'avoir des indicateurs que l'on analyse, que l'on consolide pour dire, voilà, l'État, son degré, alors on ne peut pas dire de responsabilité sociale parce que le mot n'est pas tout à fait le même, mais on va dire de contribution au développement, au développement de sa population, de ses territoires. On évalue aussi, y compris d'ailleurs pour des investisseurs, des collectivités territoriales, des villes, des grandes villes et des grandes régions. Et l'RAFP est un organisme qui donc a des moyens financiers, on va dire entre guillemets, sans que ce soit un gros mot, c'est un fonds de pension français. Investit tout l'argent des cotisations des fonctionnaires avec des critères extra-financiers. Et financiers, bien sûr, mais aussi extra-financiers. Et eux, justement, investissent aussi dans l'obligataire. L'obligataire, c'est on achète des titres que des collectivités peuvent émettre. Et à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle ils souhaitent que certaines régions soient notées, dont la région Rhône-Alpes, pour laquelle ils ont demandé une notation, mais la région Rhône-Alpes n'a pas considéré que c'était sa priorité, encore. Je vais vous expliquer comment se construit le référentiel d'analyse. Donc, le dialogue social. Ça, c'est un premier critère qui va être l'objet d'une notation, c'est-à-dire qui va déboucher sur un score. Vous le voyez tout en haut à droite. Il est de 48 sur 100. Je vais venir après pour vous expliquer comment on en arrive là. Vous avez en dessous, vous avez une flèche. La flèche, ça veut dire qu'il y a une stabilité par rapport à la dernière notation. Et puis là, vous avez devant 1, 2, 2, 3, c'est la pondération du sujet en question. Alors vous allez me dire pourquoi le dialogue social ne compte que 1. Mais ça, par exemple, c'est dans un pays
où l'essentiel du dialogue social se passe par exemple au niveau d'une fédération professionnelle et que l'entreprise n'est pas directement aussi fortement concernée que par exemple ce que l'on peut faire en France. Ça peut expliquer ça. Vous avez après réorganisation, ça veut dire comment une entreprise se comporte sur le terrain des restructurations, quand elle a des restructurations à faire, ou de la réorganisation. Donc là, vous entendez départ, vous entendez licenciement, vous entendez plan social. Hein. Management des carrières, là on est au cœur de développement des compétences, formation, tout ce qu'on peut mettre derrière ce concept-là. Et puis là était activé aussi le critère santé-sécurité. Vous voyez en dessous les droits humains fondamentaux. Donc là on est sur les droits fondamentaux, sur le respect de la vie privée, surtout par exemple dans des entreprises où il y a des données personnelles, où il faut être attentif à ces réalités. On retrouve ici les relations professionnelles. Et donc là, on n'est plus directement sur l'exercice de la promotion de la liberté syndicale et la non-discrimination et la diversité dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis sur le terrain de la communauté, vous voyez justement qu'on a la manière dont l'entreprise investit et s'engage sur la communauté, c'est-à-dire sur le territoire. Alors, donc vous voyez à gauche, c'est les niveaux de pondération, c'est-à-dire que quand on va consolider les notes sur l'ensemble des ressources humaines, on va pondérer les notes que vous voyez là-bas avec le chiffre, c'est comme au bac, hein, les coefficients, vous faites la même chose, c'est aussi bête que ça. En haut, je dis mon intention. Au milieu, je donne des preuves que ce n'est pas seulement de l'intention. Et les résultats, j'ai déjà des éléments d'indicateurs de mesure pour me dire que l'objectif que j'affirme, je le suis pour mesurer son efficacité. On va donner un score à la pertinence des politiques sur la prévention de la discrimination et la promotion de l'égalité. Et puis on va continuer avec le même mécanisme. Sur ce sujet, est-ce que l'entreprise a mis en place des processus, des éléments qui vont me garantir que ce que je dis là, ça va bien diffuser dans tout mon système managérial. Et là, on retrouve les pondérations. Quand on est sur le vert, on se dit ces choses-là sont bien gérées dans l'entreprise. Quand on est plus loin de ce côté-là, au contraire, ça veut dire que les notes ont été relativement faibles. Et quand on est tout en haut, prévention pollution là-bas, tout en haut avec un facteur 3, ça veut dire attention, danger. Je veux dire, par exemple, quand on a fait TEPCO, c'est pas de la pollution, c'était une pollution. TEPCO, ils avaient chez nous une note de 7 sur 100. C'était le Fukushima. Et justement, sur la question de la maîtrise des sécurités des installations, pourquoi ils avaient 7 sur 3 ? Parce que c'était très opaque en matière d'information et que c'est un type d'entreprise, vous connaissez le nucléaire, c'est un type d'entreprise qui, au contraire, normalement, doit être en situation de forte information au niveau des autorités locales, au niveau des organismes de régulation. Et là, c'était un truc vraiment très, très opaque. Donc là, quand on voit ça, normalement, ça veut effectivement dire attention, danger. Voilà ce que je voulais vous présenter pour vous donner une idée du chemin que l'on emprunte pour donner, in fine, toujours une notation et renseigner les investisseurs, donc là, mais aussi l'entreprise, quand c'est l'entreprise qui nous demande de venir, alors même qu'elle n'est pas cotée, par exemple, c'est le même processus d'analyse qui est en cause. Alors, les PME, c'est le label Lucie. Ça s'appelle comme ça. C'est né d'une association de consommateurs qui s'appelait QFA, qui avait initialement fait le label rouge sur les poulets, si ça vous dit quelque chose. Ils ont revendu ça à Veritas, je crois. Et ils ont voulu créer autre chose. Et donc, ils ont créé le label Lucie en disant c'est un label de référence en responsabilité sociale des entreprises. Mais des entreprises, là, on est sur les PME. Et ils ont créé, en quelque sorte, une charte, c'est des engagements. Voilà, donc, pour une PME, il s'agit de dire, c'est des démarches volontaires, hein. Voilà, je vais respecter les intérêts des consommateurs et des clients. Je vais préserver l'environnement. Je vais agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés. Là, on retrouve les fournisseurs, etc. Je vais valoriser le capital humain.
respecter les droits fondamentaux de la personne, on retrouve nos sujets de tout à l'heure, conjuguer les intérêts de l'entreprise et l'intérêt général. Là, on va trouver, par exemple, des travaux, des partenariats entre une entreprise et des associations ou de l'activité sur des causes d'intérêt général, c'est là qu'on va les trouver. Et assurer la transparence du système de décision et de contrôle, c'est la manière dont l'entreprise est gouvernée. Ce ne sont pas les émetteurs qui payent la notation. Ce sont les investisseurs et gérants d'actifs qui sont intéressés à ces notations, qui s'abonnent et qui rémunèrent. Les entreprises, contentes ou pas, volontaires ou pas, elles se font noter sur la base d'indices qui sont publiés par les marchés financiers, le CAC 40, le SBF 120, le Stoxx 500, etc. Donc on se colle sur des indices pour dire quels sont les émetteurs que l'on va noter.